Merci. Amendement identique, Madame Nathalie Goulet. Oui, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, il va y avoir un certain nombre d'amendements qui seront communs avec ceux d'Éric Bocquet. C'est l'habitude dans cette maison, puisque ça fait très longtemps que nous travaillons ensemble sur ces sujets. Donc je ne vais pas ajouter grand-chose. Sinon, qu'une telle obligation, telle qu'elle figure dans l'amendement que nous vous proposons, existe déjà pour le contentieux de l'urbanisme. C'est l'article L. 604-1 du Code de l'urbanisme. Il s'agit d'une extension d'une pratique connue dans un but de protection du justiciable, pour éviter de voir condamner pour fraude fiscale des contribuables ne devant en réalité pas d'impôt. Donc c'est une mesure de bon sens et de protection du justiciable. Je pense que vous aurez à cœur d'adopter cet amendement, enfin ces amendements. Oui, Madame Nathalie Goulet. Oui, comme je vous l'ai indiqué, monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, nous avons ces amendements en commun. Il s'agit d'organiser la saisine préjudicielle du juge de l'impôt, et donc une priorité à laquelle répond le présent amendement. On est toujours dans l'esprit de coordonner, parce que, afin d'éviter des cas préjudiciables de divergence de jurisprudence entre le juge de l'impôt et le juge pénal, il est absolument indispensable de prévoir une articulation. C'est l'objet. Pour l'instant, ce sujet n'est absolument pas traité, et on peut constater, lors d'enquêtes pénales pour fraude fiscale, la procédure est extrêmement déséquilibrée, le ministère public et la juridiction ayant tendance à intégrer la position de l'administration fiscale comme celle d'un expert indépendant, alors qu'il s'agit d'une partie poursuivante. Donc les principes fondamentaux de l'équilibre de la procédure ne sont pas respectés. Donc afin de rétablir cet équilibre, cet amendement propose donc de permettre au seul acteur indépendant de la fixation de l'impôt dû et donc d'intervenir. C'est pourquoi cet amendement propose un mécanisme de saisine en urgence du juge de l'impôt. En pratique, bien souvent le juge administratif par le contribuable poursuivi pour fraude fiscale, afin qu'il puisse faire juger rapidement si les impositions contestées sont réellement dues. Et ça évitera évidemment des divergences et puis des difficultés d'appréciation entre les deux juridictions saisies. Merci. Donc ensuite, dans le cas de la discussion commune, j'ai deux amendements identiques. Le premier par Madame Nathalie Goulet, numéro 18 rectifié. Oui, Monsieur le Président, c'est effectivement le même amendement. Alors j'avais indiqué en discussion générale qu'il y aurait un certain nombre d'amendements destinés à améliorer les relations et à coordonner les décisions. Cet amendement-là vise à sécuriser la procédure de rescrit fiscal et à améliorer le dialogue entre l'administration et les contribuables. La loi fiscale est, on le sait bien, particulièrement complexe d'interprétation et soulève des divergences importantes. La procédure de rescrit fiscal est là pour éclairer les contribuables en leur permettant de soumettre à l'administration leur interprétation. Donc, si le contribuable n'est pas d'accord avec l'administration, il ne peut pas, en l'état de la jurisprudence du Conseil d'État, contester l'interprétation du fisc devant le juge de l'impôt, devant attendre un éventuel contentieux au fond. Cela revient à insécuriser les contribuables qui peuvent, le cas échéant, relever de la procédure de manœuvre frauduleuse ou d'abus de droit, voire de poursuite pénale pour fraude fiscale, alors même qu'ils n'ont pas pu encore faire valoir leurs arguments devant le juge de l'impôt. Il s'agit donc, dans cet amendement, d'établir dans la loi un dispositif sécurisé qui bénéficie de la même manière à l'ensemble des contribuables de bonne foi et qui permet d'améliorer significativement les relations entre l'administration et les usagers. La rédaction est précisée par l'établissement d'une suspension de la prescription pour permettre de garantir les possibilités de recouvrement du trésor public et éviter que des contribuables de mauvaise foi n'abusent de ce nouveau dispositif. L'amendement 24 rectifié bis, Madame Nathalie Goulet. Monsieur le Président, avec votre autorisation, je pourrais défendre le 24 et le 25 en même temps, parce qu'ils ont à peu près le même objet. Il s'agit de lutter contre la fraude documentaire. Vous savez, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, qu'il y a environ 1 800 000 faux numéros d'INSEE. Ces 1 800 000 faux numéros entraînent 1 800 000 fois un sésame paye-moi et une fraude de plus de 15 milliards d'euros. Donc l'année dernière, j'avais posé une question d'actualité au ministre en charge qui m'avait expliqué, notamment au regard du logiciel Sandia, qu'il y avait eu 5 000
numéros frauduleux qui avaient été supprimés des registres, mais 5 000 sur 1,8 million, reconnaissez avec moi que le compte n'y est pas. Donc, le premier amendement vise à compléter les dispositions de l'article 113.3 du Code des relations entre le public et l'administration, précisant que l'ensemble des dispositions du présent code sont soumises aux dispositions de l'article L. 114-12-3 de la Sécurité sociale, c'est-à-dire qui exclut le paiement de la fraude, en cas de fraude, et l'amendement numéro 25 bis, lui, complète le dispositif de l'article L. 161-15 du Code de la Sécurité sociale. Cet article est extrêmement important puisqu'il a été voté en 2015 et 2016 et il s'agit d'une interdiction pour les services de suspendre les prestations en cas de fraude. Et si on veut arriver à bout de cette fraude documentaire, moi je propose, et le groupe de l'Union centriste avec moi, qu'au contraire, on ne puisse pas suspendre les prestations sociales, sauf en cas de fraude documentaire. Parce que si on n'indique pas ces restrictions à cause de la fraude documentaire, je ne vois pas bien comment on va en venir à bout. Donc en fait, les deux articles sont liés, ils se placent simplement à deux endroits différents, et il s'agit de lutter contre la fraude documentaire. Madame Nathalie Goulet, explication de vote. Pardonnez-moi, monsieur le ministre, mais je suis pas tout à fait d'accord avec vous. C'est sur l'article 114-12-3 que vous venez de citer, c'est bien ça? 161-1-4. Moi, je proposais simplement, et je comprends ce que vous me dites, mais moi, je proposais de compléter l'article 161-15-1, qui, lui, prévoit qu'on ne peut pas suspendre les prestations. Donc, c'est à l'endroit où on indique qu'on ne peut pas suspendre les prestations qu'il faut indiquer, sauf fraude documentaire, ou renvoyer à l'article précédent. Parce que soit ça figure pas. Mais en réalité, entre 2015 et 2016, les services ont détourné, pour une raison assez simple, ce dispositif en continuant à verser des prestations malgré la fraude documentaire. Donc je pense qu'il y a un signal à indiquer en précisant simplement, et si ça fait double emploi, c'est pas grave parce que c'est à deux endroits différents d'un code qui, reconnaissez-le, manque parfois un peu de clarté. On ajoute simplement après l'article 160, on complète l'article 161-15-1 du Code de la Sécurité sociale par sauf en cas de fraude documentaire. Je ne crois pas que ça alourdisse beaucoup les dispositifs et je retirerai l'amendement 24. L'amendement numéro 28 rectifié, Madame Nathalie Goulet. Oui, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, tout à l'heure j'ai appelé Sandia logiciel, mais ce n'est pas un logiciel, c'est un service administratif national d'immatriculation des assurés, dont je vous parlais tout à l'heure, et qui comporte donc le fameux 1 800 000 faux numéros d'INSEE. Alors, lors de la question d'actualité que j'avais posée en juillet 2016, le ministre m'avait dit qu'il y avait une enquête des services pour essayer d'améliorer les dispositifs. Aujourd'hui, on ne l'a toujours pas. Donc, bon, c'est un amendement d'appel. Je sais que notre Sénat et la Commission des finances en particulier détestent les rapports. Mais en même temps, on a un vrai problème parce qu'on a 14 milliards de fraudes. Et moi, Monsieur le ministre, je suis tout à fait prête à retirer cet amendement si vous m'indiquez qu'il va y avoir une inspection des services sur ce service pour essayer, en tous les cas, de réduire le taux de fraude documentaire ab initio. Parce que s'il n'y a pas 1 800 000 faux numéros, il n'y a pas 1 800 000 fois des fraudes derrière. Donc si on veut réprimer la fraude, il faut commencer à la prendre au départ. Et le départ de la fraude, c'est quand même les faux numéros d'INSEE. Enfin, je ne sais pas, moi c'est comme ça que je comprends les choses. J'attends votre réponse sur ce sujet. Et en tous les cas, si d'ici le PLFSS, vous nous indiquiez qu'il allait y avoir une inspection ou en tous les cas des précisions, je retirerai volontiers cet amendement. Oui, Madame Goulet, pour explication de vote. Oui, moi je vais soutenir cet amendement parce que je trouve qu'on est vraiment très en dessous de ce qu'on peut faire sur le sujet. De toute façon, on est en première lecture au Sénat, on l'a déjà vu tout à l'heure. Donc je crois qu'on peut montrer un peu d'exigence. L'Assemblée nationale rabotera si elle veut raboter nos critères, mais au moins nous, on aura accompli une... Je ne vois pas comment on peut être satisfait de ce qui se passe après l'ensemble des scandales qu'il y a eu. Et la liste ne me semble pas satisfaisante. Donc je comprends bien l'équilibre voulu
voulu par le rapporteur, ce que je respecte complètement, mais on peut avoir des exigences un peu supérieures. Monsieur le ministre, Madame Goulet, pour explication de vote. Je suis désolée, monsieur le ministre, je voudrais pas avoir l'air désagréable, mais en matière de lutte contre la fraude fiscale, je comprends bien ce que vous nous expliquez, ce que le rapporteur général explique. Ben enfin, on joue au football avec les règles de basket. Enfin, vous voyez bien qu'on n'est pas du tout équipé pour lutter contre la fraude fiscale. Alors, les échanges de renseignements, alors on va retirer de la liste, on va le remettre sur la liste, et puis si jamais ils remplissent pas les conditions, alors l'année prochaine peut-être qu'on les remettra, etc. Mais vous voyez qu'il y a un décalage complet entre les pesanteurs de l'administration et nos règles à nous, et les règles de la fraude. Enfin, c'est l'obus et le blindage. Moi, j'ai beaucoup de mal à comprendre, et je comprends très bien les rigueurs du droit et ce que vous êtes en train de nous expliquer, parce qu'on est quand même là pour faire du droit. Mais en même temps, on est aussi là pour donner des signaux. Et je trouve qu'en matière de signaux, ils sont pas très optimistes sur la façon dont on peut venir à bout de ces territoires non coopératifs. Donc, moi, j'ai beaucoup de mal à comprendre qu'on puisse pas être un peu plus agressif. Puisque les autres ont une fraude agressive, je ne vois pas pourquoi on n'aurait pas une législation un peu plus agressive. L'amendement 53 rectifié, Madame Goulet. Comme Henri VIII à son 8e mariage, c'est une victoire de l'optimisme sur l'expérience. Je vais vous proposer un article additionnel après le deuxième alinéa de l'article L169 du livre des procédures fiscales, de façon à ajouter des critères à la liste des territoires non coopératifs au 1er janvier 2019. Alors, j'ai bien compris que vous n'aviez pas l'intention de bouger d'un iota ce qui existait déjà, mais néanmoins, je pense qu'il y a quand même des motifs extrêmement sérieux. C'est au moins aussi sérieux que la contrebande de tabac. Et je trouve que, honnêtement, en ce qui concerne, par exemple, les normes communes de déclaration relatives à l'échange automatique de renseignements, de normes de l'Organisation de coopération et de développement économique en matière d'échange et de renseignements, quand il n'y a pas eu d'évaluation, comment est-ce que vous faites pour maintenir ces territoires? C'est un peu le problème que nous posait Éric Bocquet tout à l'heure. On va signer une convention pour l'échange de renseignements. On va retirer le pays en question de la liste. Mais comment se fait l'évaluation et dans quel délai se fait l'évaluation? Donc un délai qui avait été proposé pour retirer après la signature, c'est-à-dire que vous faites confiance sur parole. En fait, alors qu'on sait très bien les difficultés de contrôle des conventions fiscales internationales, qu'on sait très bien leur manque d'effectivité. Finalement, la signature va vous suffire à retirer un État de la liste des territoires, etc. Donc, vous avez là une liste. Je sais que vous allez évidemment rejeter cet amendement, mais c'est quand même un amendement qui prévoit 13 critères supplémentaires. Moi, je demande quand même à ce qu'on regarde ce sujet de très très près, parce qu'il y a vraiment une très grosse différence de traitement simplement pour avoir conclu une convention fiscale, par exemple, ou une convention d'échange de renseignements, sans jamais qu'on vérifie l'évaluation et l'effectivité de l'échange de renseignements. Alors, Monsieur le ministre, je retirerai cet amendement, peu importe, il sera retoqué, peu importe. Quel est le moyen que vous avez pour vérifier, pourriez au moins répondre à cette question, s'il vous plaît, si c'était possible, quels sont les moyens dont vous disposez pour vérifier l'effectivité de l'échange de renseignements une fois que vous avez ipso facto retiré un État de la liste? Merci, chers collègues. Le 46 est identique et devrait être défendu par Madame Goulet, à moins qu'il le soit déjà. Mais il ne l'est pas tout à fait, parce que de toute façon, on est là sur un des sujets les plus importants de ce texte. Et comme vous l'avez tout à fait souligné, Monsieur le Président, les 3 amendements 9 rectifiés, 46 et 68, ont une rédaction identique pour remplacer l'article 13, remarquablement inséré par notre rapporteur et notre commission, qui, à l'examen, présente quand même quelques failles.
Par exemple, à l'alinéa 4, il est indiqué: l'administration est tenue de déposer une plainte. Ce qu'il semblerait être une injonction faite à l'administration, et ce qui semble contraire. Alors, on nous a rabattu les oreilles toute la journée avec le droit constitutionnel, mais j'ai quand même bien l'impression que cette injonction qui est faite dans ces termes, c'est-à-dire l'administration est tenue de déposer, me semble pas tout à fait correspondre à l'idée qu'on se fait de la jurisprudence du Conseil constitutionnel, et notamment dans sa décision de juillet 2016. Par ailleurs, la liste des critères, puisqu'en fait, ce qui se passe dans cet article, c'est qu'on va remplacer ce verrou de Bercy, c'est ce qui ressort des auditions, par une liste des critères de façon à le rendre plus transparent. Or, la liste des critères telle que définie dans l'article inséré après l'examen en commission prévoit que ces critères seront définis par décret. Ce qui veut dire que donner et retenir ne vaut. Le législateur va confier à l'administration le soin de fixer des critères. Or, le rapport de l'Assemblée nationale, comme les auditions, comme ce qu'on a cru comprendre depuis un moment, et ce que vous avez dit, Monsieur le ministre, de donner au Parlement les clés du verrou, c'est que le Parlement lui-même fixe les critères d'attribution. Donc, c'est la raison pour laquelle il y a cet amendement 46 commun à Éric Bocquet et son groupe, et Madame Tallier-Polian et son groupe, et celui que j'ai déposé, de façon à indiquer qu'il y avait quand même sur ce sujet un front assez solide pour revoir la rédaction telle qu'elle résulte de nos débats en commission et améliorer ce dispositif. Chers collègues, Madame Goulet, pour le 23 rectifié. Oui, alors il s'agit d'une légère variante, cette fois-ci soutenue par l'ensemble des membres du groupe UDI-UC. Vous allez voir que le début ne change pas. Il s'agit simplement d'une liste exhaustive des critères de saisine. Et donc, c'est aussi une nouvelle rédaction qui traduit exactement la proposition 2A de la mission d'information. Alors, j'entends les commentaires et je précise que cette disposition ne vise pas à supprimer la CIF, mais au contraire de donner plus de transparence sur les critères de saisine. Donc en réalité, il s'agit d'un amendement qui a une légère variante avec le précédent. Il s'agit d'un amendement de repli en réalité qui concerne la totalité des critères tels qu'ils figurent dans le rapport de la commission d'enquête de l'Assemblée nationale.